Retour de votre émission Les As du foot sur les antennes de Télé Africa. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur les antennes de Télé Africa bien sûr. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. Les As du foot reviennent comme d'habitude avec le débat. Le débat, c'est la contradiction avec les différents sujets que nous mettons à votre disposition. N'oubliez surtout pas que vous pouvez également poser des questions à l'endroit des différents contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Et pour saluer l'ensemble de nos consultants, je commence par Brice Idengue. Brice, très bon retour. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Comment ça va? Ça va très bien. Ah, un bon retour quand même plus ou moins. Oui, je pense que ça commence à nous manquer. Oui. Déjà que les compétitions domestiques vont reprendre, je pense que c'est à point nommé et puis je suis heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. Solange Pambo, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Comment va? Très bien, ça va. Les vacances Non, pas de vacances. On est au taquet, on remet l'ouvrage sur le métier chaque jour qui passe pour être présent, pour servir dans des conditions acceptables nos téléspectateurs en termes d'élaboration d'une nouvelle grille de programme, on va dire, attractive, on va dire, et on est heureux de savoir que les As du foot sont de retour sur les antennes de Télé Africa. Gaëtan Kouka, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver après 2 ou 3 mois de repos, se ressourcer pour revenir encore plus meilleur qu'il y a quelque temps. Bon, le plaisir est toujours le mien lorsque vous me faites l'honneur de m'inviter sur ce plateau pour échanger autour de la question football. Effectivement, on a mis à profit ces deux mois à profit de se ressourcer, à s'occuper de la famille et bien autre chose. Et on espère pouvoir encore une fois satisfaire notre audience. Je voudrais remercier la direction de programme de Télé Africa qui nous a permis de rajouter 8 minutes, c'est ça, Solange Pambo? Oui, je crois. 8 minutes. Merci voilà. Beaucoup. Le temps additionnel. C'est parce que les téléspectateurs revendiquaient beaucoup de temps. Rare, quand même, c'est assez rare. 8 minutes. Et ça me rappelle un match Coupe d'Afrique des Nations de football au Burkina Faso. L'arbitre de ce match avait brandi 8 minutes de temps additionnel. J'ai regardé un match Eviso à Rabat où l'arbitre avait donné 11 minutes de temps additionnel. Ouais. Heureusement pour nous qu'au match retour, on avait quand même gagné. On va rentrer dans le vif du sujet. Comme à notre habitude, on ne perd pas du temps. On va regarder d'abord cette affiche qui nous présente le résultat qui a sanctionné la rencontre du tour préliminaire, bien sûr, de la Coupe d'Afrique des U23. Solange Pambo, Gaëtan Kouka, Brice Idengue. Les Panthères du Gabon l'emportent sur la marque de 1-0 face à l'équipe de Madagascar. Surprise ou pas? Allez-y, messieurs. Surprise, non. Surprise, on ne dira pas. On connaissait notre force. On savait qu'on avait un très bon entraîneur qui aimait jouer avec des joueurs inconnus, les joueurs qui n'étaient pas souvent très cotés. On savait également que les jeunes qui avaient été sélectionnés avaient répondu présent quasiment toute la saison dernière dans le mini-tournoi que nous avons organisé, pour rester dans l'expression de Gaëtan. Les choix sportifs avait été fait en ayant vu les enfants jouer. Donc on savait qu'on avait la place pour faire quelque chose. Et tant mieux qu'on sorte victorieux de cette première manche. Doit-on se réjouir de cette victoire en attendant la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième match, Solange Pambo? On a évité le pire. Le pire, c'était la défaite. On partait plus ou moins à l'inconnu, on va dire, par rapport à cette sélection qui a été, qu'on le veuille ou pas quand même, c'est une sélection qui a été convoquée dans des délais pas très longs, même si les garçons ont joué ce tournoi saison 2021-2022, mais on partait quand même vers l'inconnu. On va plutôt évidemment féliciter cet état d'esprit dégagé par les jeunes à Madagascar. On va féliciter le management finalement de Guy Bella, le sélectionneur national, qui a su insuffler de la confiance en ces garçons et aller chercher un résultat positif à l'extérieur. On l'a souvent dit, le Gabon n'est pas l'équipe la mieux placée dans le domaine des résultats positifs dans les stades à l'extérieur. Mais là, c'est quand même un bon coup. Ça veut dire que mentalement, les garçons étaient costauds. Et sachant en plus qu'on a quand même eu deux cartons rouges. On a terminé le match à 9. Donc c'est pas rien. Ils se sont montrés très costauds. Et quand on regarde encore les images de ces jeunes-là, dans les vestiaires après cette belle victoire, ils sont tous heureux, ils sont tous contents. C'est-à-dire qu'ils ont conscience finalement de l'exploit qu'ils ont réalisé.
et c'est de bon augure pour la suite. Gaëtan Kouka, est-ce qu'on doit faire preuve de prudence? Oui, la prudence, tout naturellement, simplement parce que le Gabon étant en déplacement, le Gabon allait gagner, donc ça voudrait dire qu'à l'inverse, Madagascar peut arriver au Gabon et gagner. Donc la victoire est déjà bonne parce qu'elle a le mérite de gagner en capital confiance et donc d'être beaucoup plus assurée pour la suite, mais tout en étant prudent pour ne pas éviter les excès. Et après, derrière, effectivement, bon, cette équipe nationale a quand même connu pas mal de difficultés en termes de préparation. D'abord, le temps relativement court, les moyens qui n'ont pas été dégagés à temps, sinon jusqu'à présent qui ne sont pas dégagés. Et je trouve cela un peu gênant parce que ces enfants qui ont joué, lorsque vous avez suivi leur vidéo, justement après le match, comme le soulignait à juste titre M. Pambo, ont scandé le nom du Gabon. Ce qui est marrant, c'est de savoir que ces enfants qui partent pour le Gabon, parce que c'est des ambassadeurs qui ne sont pas soutenus pour le Gabon, mais qui ont quand même l'élégance de reconnaître que c'est le Gabon qui les a envoyés. À partir de ce moment, je dis, nous devrons nous remettre en question. Sur la préparation de cette équipe, peut-on désormais considérer, prendre au sérieux la préparation de cette formation, comme indiqué Gaëtan Kouka, une préparation qui n'a tellement pas été celle-là? Vous savez qu'en matière de préparation, le tout dépend des finances. Les finances qui doivent venir essentiellement pour ce qui concerne l'équipe nationale du ministère de la Jeunesse et des Sports. Or, vous l'avez tous su, vous le savez tous, tout le monde l'a lu, le ministre s'était complètement désengagé pour ce tour. Puisqu'il disait qu'il n'y avait pas de budget prévu pour cette équipe-là et que s'il y a un apport de l'État, ça ne se fera que l'année prochaine. Donc, bonne ou mauvaise réponse? Bonne ou mauvaise réponse du ministre dans ce sens-là? Je pense que c'est une équipe nationale du Gabon. Oui. On budgétise aussi. On budgétise aussi, parce que ce ne sont pas des compétitions qui nous tombent dessus par surprise. Je crois savoir que les calendriers de la FIFA et de la CAF sont connus par tous les pays du monde longtemps avant que les compétitions arrivent. Si après le Gabon ne prend pas en compte ces compétitions-là et fait semblant de découvrir les compétitions, l'erreur ne viendrait pas de la Fédération internationale. Je pense que cette réponse, moi, ne me sied pas parce qu'il s'agit là d'une équipe nationale qui représente tout un pays. Si on avait pris forfait, c'est-à-dire que si dans les conditions extrêmes, le Gabon n'était pas parti parce que la Fédération n'avait pas réussi à trouver de l'argent pour jouer cette manche-là, on aurait pris un forfait puisqu'on était déjà engagé. Forfait aujourd'hui, ça veut dire qu'on aurait retrouvé la compétition uniquement autour de 2029. On l'a vu, la dernière fois qu'on a abandonné cette compétition-là pour avoir refusé d'aller jouer le match en Guinée équatoriale, on a pris 4 ans de non-participation. Si on avait abandonné, on aurait retrouvé l'équipe théoriquement pour les éliminatoires de la compétition pour 2029. Et ça aurait été quand même tache d'huile pour l'ensemble des jeunes qui, pendant à peu près 8 ans, étaient privés de cette compétition-là. Je pense que ce qui a été fait à la va-vite pour sauver les meubles, et tant mieux pour les jeunes. Slange Pambo, restons sur la réponse du ministère de la Jeunesse et des Sports qui faisait savoir qu'il n'y avait pas de financement pour accompagner les U23. La Fédération gabonaise de football a tout pris en charge jusqu'à ce jour-là. Oui, mais la fédération a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire le bon geste finalement pour sauver l'honneur du pays, mais surtout permettre à ces jeunes garçons de participer à une compétition qui leur est dédiée. Il ne faut pas quand même oublier que cette équipe de U23, on peut la considérer comme l'antichambre de la sélection nationale. Ces jeunes-là sont les jeunes qui vont, dans les prochains mois, les prochaines années, prendre le relais des Kole Manga, des Pierre-Emerick Aubameyang et les autres qui sont aujourd'hui des titulaires dans cette équipe des Panthères du Gabon. Il y a de la qualité, mais surtout que ces garçons-là vendent notre championnat. La majorité qui compose l'équipe de U23 sont des garçons qui ont été pris, qui jouent localement, Donc, il y a aussi cette réalité à ne pas perdre, celle de jauger notre championnat à travers la participation à ce type de compétition. Donc ce sont les futurs Panthères de Gabon. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils ont 22 ans ou 20 ans ou 19 ans qu'ils ne représentent pas l'avenir. Au contraire, ils représentent l'avenir de notre football. Et on devrait traiter ces jeunes garçons avec toute la célérité possible, avec toute l'élégance possible, pour déjà les mettre finalement dans des conditions optimales qui fassent en sorte qu'eux-mêmes, ils prennent conscience de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules, mais surtout pour ce qu'ils représentent. Qui doit prendre conscience, Lange Pambo? Le ministère de Sport. Le ministère de Sport ou les joueurs?
Parce que je rappelle quand même qu'il y a plus de 6 ans aujourd'hui, on avait une équipe de U17. On ne sait plus où se trouvent ces joueurs jusqu'à ce jour. On avait également une équipe de U23. Il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans de cela. Jusqu'à ce jour également, on ne sait pas où se trouvent encore ces joueurs. Mais on a eu une nouvelle équipe de U23. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a tous compris que, évidemment, on l'a dit, on a reçu la plupart des candidats qui ont préparé à l'élection de la FEGAFOOT au mois d'avril dernier. On a bien vu que chacun a mis en relief un programme allant dans le sens justement de la mise en place de ces équipes de jeunes-là. On le sait très bien, il faut absolument y passer par là. Le football au Gabon, ce n'est pas que les Panthères A. C'est pas possible, on ne peut pas réduire le football gabonais à l'équipe nationale A. Ce n'est pas possible, il faut nécessairement qu'il y ait toutes ces catégories-là pour faire en sorte que l'équipe A soit forte. On part depuis la base, c'est parce qu'on aura compris la nécessité de faire dans la formation, de faire en sorte que ces équipes des jeunes puissent jouer, participer à des compétitions continentales, que notre équipe A sera plus forte. Voilà, ce n'est pas une génération spontanée. Il faut qu'on arrête justement avec la mise en relief des générations spontanées. Gaëtan Kouka, on a toujours du mal à retrouver ces joueurs-là qui ont évolué dans les petites catégories en équipe nationale. Depuis pratiquement un bon bout de temps, ça n'arrive pas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces jeunes, ces U23, on pourra les retrouver, bien sûr, dans 1 an ou 2 ans, 3 ans, pourquoi pas? La question devrait être posée telle que vous la posez, permettez-moi la répétition, à la direction technique nationale, qui devrait tenir justement dans ses prérogatives une traçabilité, donc un suivi des joueurs, donc une évolution. Nous avons des enfants de U15 qui, dans 2 ans, devaient monter en U17, donc il y avoir une traçabilité. Mais je pense que le problème que nous posons ici n'est pas un problème de traçabilité, mais plutôt un problème de moyens, d'accord? Parce que la direction technique, pour travailler, il faut des moyens. Nous avons décrit ici l'absence de moyens au niveau de la direction technique nationale. Quand monsieur le ministre répond... Ça veut dire qu'en 8 ans de mandature de la Fédération gabonaise de football, la direction technique n'a pas de moyens. C'est bien local. C'est bien local, les faits sont manifestes. Okay, après, vous voyez, la réponse de monsieur le ministre est tout à fait gênante à plus d'un titre. Premièrement, elle a le mérite de plomber l'ambiance dans les vestiaires. Parce que mentalement et psychologiquement, ça décourage les joueurs. Donc, du coup, ça coupe les jambes, comme on dit vulgairement en football. Deuxièmement, sur le plan organisationnel, vous ne pouvez plus vous retrouver parce que justement l'absence de moyens. Bien. Après, derrière, on se pose des questions. La question, c'est de savoir, comme le disait M. Inengue, c'est que ce n'est pas des compétitions qui sortent ex nihilo. Nous avons une programmation qui est faite annuellement par la FIFA et par la CAF. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous avez sur le budget, parce que le budget est fait sur l'année. Nous voyons le ministre tous les jours, et nous ne cessons de le répéter ici, défendre un budget au niveau de l'Assemblée nationale. De quel budget s'agit-il? Troisième élément, c'est que le ministère, avant de démarrer toute compétition, quelle que soit la fédération... que le budget défendu n'est pas uniquement que dans le football. C'est bien ce que j'allais dire, que c'est de manière globale, vous avez toutes les fédérations qui font part au ministère des Sports leur calendrier. Donc, c'est un plan d'action. À partir de ce moment, nous nous interrogeons en conscience pour savoir comment, à un moment bien précis, entendu que beaucoup de fédérations n'ont pas eu de compétition sur le plan international, qu'il n'y ait pas de moyens pour accompagner, comme disait M. Pambo, l'antichambre de l'équipe nationale. Parce que quand vous regardez bien, vous avez 2 ou 3 joueurs qui étaient en équipe A qui se sont retrouvés là. Parce que c'est une remise en forme. Et c'est aussi là où le sélection national a la possibilité de voir quelle la relève, effectivement, comme le soulignait M. Pambo. Donc c'est tout à fait gênant qu'à chaque fois, pour les mêmes causes, qu'il y ait les mêmes effets, c'est une aberration. Brice Inengue, vous gardez la main, permettez-nous de regarder le prochain match, bien sûr, de cette équipe de U23, que nous félicitons déjà, qui va jouer du côté de Franceville le 29 octobre, lorsqu'il sera 15h30. Je sais que vous y serez avec la troupe des Panthères Nord ou pas? Non, malheureusement. Malheureusement. Alors, les Panthères vont se produire à Franceville. On a toujours posé cette question de la population de ce côté-là. Est-ce que ce serait un bon choix ou c'est un bon choix? C'est un choix logique, le seul qui se pose à nous. Le problème, c'est aujourd'hui les stades. Quel autre stade dans le Gabon peut accueillir un match de niveau international? Pour l'instant, on sait que tous les stades construits pour la CAN sont out. Il reste dans tout le Gabon que le stade de Franceville. Donc aujourd'hui, le procès n'est pas de savoir si le stade sera plein ou pas. La question n'est pas à ce niveau. Le problème de pourquoi on envoie les matchs à Franceville, c'est uniquement, il faut le retenir, c'est parce que
Nous n'avons dans tout le pays qu'un seul stade. Le seul stade homologué par la CAF. Qui soit apte à recevoir les matchs. Bien entendu, nous avons d'autres stades homologués, mais qui n'ont pas fait de travaux et donc qui n'ont pas reçu le cutus de la FIFA et de la CAF pour pouvoir abriter les matchs. Non, sur le plan du jeu, jouer dans un stade vide, on l'a constaté, la majorité des équipes, même les Panthères du Gabon, ont toujours du mal à remplir de ce côté-là. Mais jouer dans un stade vide, ça c'est de la responsabilité du ministère. Aussi, c'est de la responsabilité du ministère de Sport et de la Fédération gabonaise de football et de l'Office national de développement du sport et de la culture qui doivent nécessairement conjuguer leurs efforts pour faire en sorte que ce stade-là ne sonne pas creux le 29 octobre prochain. Si on est d'accord que c'est l'équipe U23 du Gabon qui joue à domicile, trouvez-vous normal justement que cette équipe des jeunes garçons de U23 qui est allée faire un résultat positif à l'extérieur en gagnant 1-0 vienne jouer chez elle dans un stade vide comme si elle était orpheline alors qu'elle a fait un résultat positif? Ces garçons ont besoin d'être soutenus, ont besoin d'être poussés, ont besoin justement de se qualifier pour le 3e tour. Mais cette qualification-là, au-delà de la performance des garçons, et cette performance d'ailleurs est sublimée par le soutien populaire, par le soutien des supporters. Donc, où est le problème si on accompagne les Panternautes, par exemple, à ce qu'ils aillent donner de la voix dans les travaux du Stade de France? Vous trouvez normal? Non, mais entre nous. Le président vient d'annoncer qu'ils ne seront pas du côté de Franceville, ça a été dit. Rodrigue Becalé, sans chauvinisme, sans passion aucune, trouvez-vous normal que votre équipe nationale joue à la maison dans un stade vide? Voilà la question. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais non, pas forcément. Non, là, je reviens sur la question. Sur l'importance de ce que nous évoquons comme question. Oui. Nos équipes ont souvent du mal à remplir le stade à Franceville. L'équipe nationale ont toujours du mal. Le stade Mandji a joué complètement dans un stade vide. C'est vrai que... Pour une raison essentielle. Même si on demandait la présence des gens au stade, les gens ne seraient pas partis du côté du stade. Non, mais il faut... Le stade Mandji n'a pas payé le stade de Franceville. Le stade Mandji a eu le stade gratuit. Mais il y a une logistique qui accompagne la gestion des matchs. Et cette logistique, le stade ne pouvait pas l'assumer, donc ils ont préféré fermer le stade pour ne pas subir les frais supplémentaires. Ouais. Là, c'est le problème du stade Mandji. Maintenant, pour ce qui concerne la nation, il y a quand même des organismes qui gèrent ce stade. Il y a le ministère qui peut gérer un événement. Il y a la fédération qui gère les événements. Donc, je pense que ces entités peuvent s'asseoir et décider d'ouvrir le stade, par exemple. Dans quel format, évidemment. Dans quel format, voilà. Il faut ouvrir le stade de telle sorte que le monde arrive. Et puis, souvent les matchs à Franceville, les gens sont surpris. Il n'y a pas de communication, aucune communication. Là aujourd'hui, on dit que le match se jouera à Franceville. Les gens qui vont regarder Télé Africa sauront que le match se jouera à Franceville. Mais dans quelles conditions? Oui. C'est le 29. Dans quelles conditions? 5 jours. Il faut dire aux gens comment ils doivent aller au stade. Est-ce que l'entrée est gratuite? Est-ce que c'est payant? Quelle tribune sera ouverte? Moi, je pense que les Francevillois, on peut toujours trouver une frange de la population capable d'aller soutenir l'équipe nationale. Je prendrai le cas de mes jeunes cadets de l'USTM qui sont à même d'aller. Il faut rencontrer ces gens et les amener vers le stade. Ce ne sera pas gratuit. Nous, quand je dis les Pantalons ne seront pas à Franceville, ce n'est pas de notre plein gré. On aimerait bien aller soutenir nos jeunes cadets, mais un match à Franceville, on sait ce que ça coûte et je ne suis pas apte financièrement à supporter ces coûts. Gaëtan Kouka, est-ce que Saturnin Ibela peut faire rêver les Gabonais le 29? Monsieur Bekale, il n'appartient pas à Monsieur Ibela de faire rêver les Gabonais. Il appartient à M. Ibela, qui est le couronnement d'une organisation, donc a mis à disposition des moyens de faire rêver les Gabonais. C'est de ça dont il est question. M. Ibela n'est qu'un produit fini. Pour dire, les moyens sont mis à disposition pour la préparation, les moyens sont mis à disposition parce que mentalement, psychologiquement, financièrement et organisationnellement, tout est fait. Et M. Ibela, ensuite, couronne ce travail-là. À partir de ce moment, le travail n'incombe pas qu'à M. Ibela. Donc, lui, déjà sur la base du match, il a fait la démonstration qu'il avait des capacités. Ouais, ces capacités sont incontestables. À partir de ce moment, qui prend le relais à quel moment? Parce que vous voyez, l'adage populaire dit l'échec est orphelin et la victoire est commune. Là, ces enfants ont gagné, ils ont scandé le nom du Gabon. Bien les Gabonais étaient fiers d'écouter le nom du Gabon être scandé dans les réseaux sociaux et au-delà. Mais pendant ce temps, les enfants n'ont même pas de quoi manger. Comment voulez-vous qu'un footballeur
qui est déjà sur le plan athlétique, c'est très exigeant. Sur le plan cognitif, il y a tout un ensemble. Ne plus pas manger à temps ou se nourrir convenablement, ne plus ça dans les conditions et vous demandez d'être productif. À partir de ce moment, il ne faut pas vouloir d'une chose et son contraire. Monsieur Ibela attend justement qu'on met les moyens. C'est quand les moyens seront bien à sa disposition qu'on pourrait effectivement avoir tous les éléments de mesure pour apprécier le travail de monsieur Ibela. Gaëtan Kouka, Brice Ningue, avant d'aborder le deuxième sujet sur le championnat national de football de première division, ces poulains peuvent-ils réitérer, bon, on ne va pas appeler ça exploit. Ben si, ça peut être l'exploit, considéré comme exploit. Même si on considère que cette équipe de U23 de Madagascar n'est pas un foudre de guerre. Mais bon, le fait d'avoir joué à l'extérieur dans des conditions aussi difficiles décrites il y a quelques instants par Gaëtan Kouka et Brice Ningue, les conditions de préparation de cette équipe du Gabon de U23, c'est une équipe qui a finalement été composée quasiment à la va-vite, on va dire. Donc c'est quasiment un exploit qui a été fait. Et on ne va pas bouder notre plaisir, hein, on a gagné. Monsieur Bekale, c'était un espoir. On va aborder le deuxième sujet. Permettez-moi, je vais juste revenir 2 secondes. Ouais. C'est un espoir, pourquoi? Vous avez 2 enfants, je vais prendre une image, où en début d'année, ils sont en classe de terminale qui préparent le bac. Vous avez un dont les parents s'occupent depuis la rentrée scolaire jusqu'à la compagnie jusqu'au bac, et un autre où les parents ont démissionné. Mais curieusement, c'est celui qui n'a pas été accompagné qui gagne le bac. Comment vous le qualifiez? Vous voulez parler d'émission de qui exactement? Mais si on n'accompagne pas, vous avez... L'équipe nationale A qui est accompagnée. L'équipe nationale est accompagnée par le ministère en termes de moyens. Sur le coup, on parle de U23. Non, voilà, le débat est circonscrit. L'équipe nationale est accompagnée sur le plan financier par le ministère des Sports. La fédération vient justement sur la base d'un manque pallié. À partir de ce moment que chacun assume ses responsabilités. Merci beaucoup, Gaëtan Kouka. On va aborder le deuxième sujet de cette émission. Il s'agit du championnat national de football de première division. Vous le savez, on reprend les cours à partir de ce vendredi, lorsqu'il sera 15h30 dans les différents stades du pays. On va d'abord regarder les différentes combinaisons qui vont accompagner cette entrée en matière de ce championnat national de football de première division. Vous le savez avec nous, Slange Pambo. Vendredi, Vautour Club recevra cette équipe de Missile FC, l'Union sportive Doyer Manga Sport, Bouengidi Sport Centre de formation de Mounana, Asdikaki Union sportive de Bitam, Stade Mandji Lozo Sport, AOCMS Aspelican, le Football Club Canon 105 Centre Mérite sportif de Benji. On va y revenir avec le programme à la fin du sujet. Nous sommes-ils prêts pour ce vendredi aborder le retour du championnat national de football de première division? Qui prend la parole? Public ou quand tu dis nous, il faut... Parce que le public, il est prêt à tout le monde. Quand je dis nous, c'est l'ensemble. Hein. Nous également, c'est Lange Pambo qui est journaliste sportif, qui est capable d'aller qui commande le match. Nous également qui couvrons cette activité. Nous, les supporters, on est prêts. Oui. Mais nous, les journalistes aussi, on est prêts. Voilà, nous sommes prêts. Donc, à notre niveau, il ne devrait pas avoir de soucis particuliers. Mais les acteurs du foot, je crains que ce ne soit pas suffisant. Parce que les dirigeants se sont retrouvés dans une salle, ont décrété la reprise du championnat national, sans tenir compte des aspects techniques de la préparation d'une saison. Je pense qu'en ayant déclaré le démarrage du championnat assez tardivement, on a mis en difficulté beaucoup des équipes, qui d'ailleurs pour la plupart n'ont repris. Mais à la fin du championnat passé, on avait quand même annoncé que ce championnat devait démarrer au mois d'octobre. On devrait reprendre. On avait quand même annoncé la date. C'est une date on avait dit qu'on devrait reprendre en fin octobre, mais en fait, on n'est pas dans le domaine de la foi. On est dans le domaine du concret, c'est-à-dire qu'il faut dire aux gens clairement par note, l'administration est écrite. Il faut dire aux gens par note que vous allez en vacances, mais vous reprenez tel jour. Il ne s'agit pas de dire que oui, mais dans une interview, on avait décidé, on avait effleuré l'idée de lancer une compétition à telle date. Non, ça, ce n'est pas du management, ce n'est pas la gestion de football. Bon, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait? On ne doit pas démarrer ce vendredi? On court après le temps, puisque si on doit arrêter pour des raisons de Coupe du Monde, nous, on est toujours en train de courir après le temps, en oubliant l'essentiel. L'essentiel, c'est la santé physique des joueurs. Là, on va démarrer le championnat avec les joueurs qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas été préparés pour jouer sur un grand rythme. Vous n'êtes pas président de club? Oui, je ne suis pas. C'est un fait observateur quand même. Si les présidents de club se sont réunis au cours d'une assemblée générale... Mais aucun président de club ne dirige les séances d'entraînement d'un club. Sauf si mais ils ont des différents feedbacks. Oui, mais le feedback, il y a une loi, mais heureusement pour nous, on a un entraîneur sur le plateau. Il est toujours il y a une loi,
On est entraîneur avec les diplômes, même quand on est au chômage, on est entraîneur. Okay, d'accord. Il y a une loi qui est claire. La préparation a un délai bien précis. Quand vous ne respectez pas ce délai-là, les risques de blessure sont nombreux. Lui, il le dira mieux que moi, il expliquera mieux que moi, lui, l'entraîneur. Mais je pense qu'en ayant préparé les équipes pour jouer 4 semaines d'affilée avec les conditions de voyage que nous connaissons, théoriquement sans entraînement, plus que dès que la compétition va reprendre, les joueurs auront du mal à s'entraîner longtemps, parce que entre 2 matchs, il faut voyager. Et on connaît les conditions de voyage chez nous, que ce soit par CETRAG ou par route, on connaît les conditions de voyage. Il est difficile dans ces conditions-là de lancer convenablement les organismes des footballeurs. En fait, on n'a pas pensé au football. Qu'est-ce que vous proposez dans ce cas? Pour vous mettez en cause le fait qu'on décide de reprendre vendredi. Oui, je pense qu'on aurait décidé plus tôt de reprendre, on aurait donné cette décision plus tôt, les clubs auraient eu le temps de se préparer. C'est-à-dire que si, dès la fin du premier championnat, on avait donné carte blanche à la LINAF de relancer rapidement l'édition qui allait suivre, la LINAF aurait gagné en temps. La reprise du championnat avait été connue depuis le 29. Je peux être le complément de M. Iningue pour dire ceci. Vous voyez, il existe une programmation, on dit bien une programmation. Nous avons pris part au fameux tournoi que vous appelez toujours avec institution championnat. C'est un tournoi parce qu'il y a des grilles de lecture sur le plan national et sur le plan international et dans chaque coopération des grilles de lecture. C'est de ça dont il est question. Vous ne pouvez pas prendre part à un tournoi 2 mois. Ensuite, vous dites au sortir du tournoi, nous avons 1 mois de repos et nous reprendrons la compétition dans les standards, les standards les plus importants. D'accord? Nous sommes partis, nous sommes quasiment à 2 mois et demi. Ensuite, la LINAF sort pour dire nous reprenons le championnat à tel moment. D'accord? Moi, je veux bien qu'on fasse cette déclaration. Mais est-ce que cette déclaration, justement, obéit à des critères de, comment dirais-je, de concertation? Ça veut dire qu'on convoque tous les présidents de club, on convoque le ministère, ou le ministère convoque toutes les parties prenantes, on s'assoit, on dit, bon, moi, ministère, j'ai mes moyens déjà ici disponibles. Est-ce que les clubs, vous êtes prêts? Parce que la fédération devrait faire l'annonce de la reprise du championnat. On ne peut pas surprendre une équipe parce que, vous voyez... Mais comment surprendre le ministère? Je voudrais quand même revenir. Non, je voudrais quand même revenir. Il faut quand même qu'on soit... Est-ce que vous avez la note du ministère? Non, laisse-moi revenir. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a réuni l'ensemble des présidents de clubs il y a moins de 4 jours. Monsieur le Solange Mambo, vous êtes journaliste, vous le savez. Le ministère a dit on démarre le championnat ce vendredi. L'Assemblée générale de la Ligue nationale de football également a été tenue ce week-end où l'ensemble des composants à ce championnat étaient présents, ont adopté la reprise du championnat. Mais Rodrigue Bekale... c'est les faits, hein, c'est juste les faits. Mais écoutez, je crois que le point de vue de Brice Iningue et de Gaëtan Kouka se rejoignent. Et d'ailleurs, je vais ramer dans le même sens que Brice et Gaëtan Kouka pour la simple et bonne raison que vous le savez aussi bien que moi. Un calendrier, il doit être élaboré de telle sorte qu'avant même la fin, en principe, de l'édition qui se joue, on ait une idée précise sur l'édition, la reprise de l'édition qui suit. Oui. On est d'accord. Voilà, donc si on est dans une espèce de flou ambiant, il est bien difficile aux clubs de pouvoir adapter leur période de pré-saison s'ils n'ont pas une date précise sur la reprise du championnat. Si vous me donnez l'information 1 semaine avant de reprendre le championnat, vous voyez bien qu'on est au-delà des espérances. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ça ne se décrète pas. Pourquoi? Voilà. Il y a d'abord sur le plan administratif, vous avez des joueurs qui sont des contractuels, qui est encore sous contrat, qui n'est pas sous contrat, qui effectivement sur cette base, qui doit partir, qui doit venir. Il y a un temps pour justement l'administration. D'abord, ça soit sur le plan administratif, en termes de contrat, donc en termes de recrutement. D'accord? Ça demande un temps. Ensuite, vous avez sur le plan technique une préparation. Donc, quand vous faites la PPG, donc la préparation générale, la préparation physique généralisée, il y a un temps requis. Donc, toutes ces normes n'étant pas respectées, vous ne pouvez pas sortir et décréter. C'est pourquoi je vous dis que généralement le politique n'associe pas le technique. Les présidents de clubs ne sont pas techniques, le ministère n'est pas technique. Pourquoi ne pas prendre certaines décisions et renvoyer justement le début du championnat, disons, d'abord consulter les différents spécialistes, donc les entraîneurs, et ensuite décider
de manière collégiale de la reprise du championnat. Parce qu'on aura tenu compte de tous les éléments. D'abord sur le plan financier. Vous avez déjà vu dans quel pays on va consulter un entraîneur pour la reprise du championnat? Mais dans ce cas, faisons les choses dans les normes. Dans ce cas, il faut faire un calendrier. Dans ce cas, il faut faire un calendrier longtemps avant. C'est le président des clubs qui décide en collaboration avec la mise en place de tout. La préparation d'un club n'est pas faite par un président. Le programme de préparation n'est jamais fait par un président. Sauf dans le cas du Gabon où on a un fonctionnement boiteux. Mais une préparation, c'est toujours le staff technique qui met en place le programme de préparation. Et aucun staff technique, même le plus léger dans ce pays, aucun staff ne te fera un programme de préparation en une semaine. Ce n'est pas possible. Ils savent qu'ils ont des standards à respecter et ils vont dans ces standards-là. Mais l'exemple type de cette impréparation où les décrets arrivent, c'est justement l'Assemblée générale dont tu parles. En Assemblée générale le week-end, on a décidé que 2 clubs qui étaient normalement relégués en division inférieure devaient être maintenus en 2e division. Bon, imaginons, moi je suis président d'un club. J'ai libéré mes joueurs parce que ça se passe toujours comme ça. Quand un club va à l'étage en dessous, il libère les joueurs à forte, qui consomment le plus de ressources financières. Bon, imaginons que je libère mes joueurs en me disant que j'irai cette année jouer à l'étage en dessous. Et que vous vous retrouvez à une semaine, à 6 jours du démarrage du championnat, avec une charge importante. Comment vous jouez? C'est parce qu'on a pris l'initiative toujours de prendre des décisions dans les bureaux sans associer les techniques. Je pense que à la fin de cette saison, la saison qui va démarrer vendredi, la LINAF devrait avoir au cours de la saison déjà réfléchi sur le calendrier de la saison qui va démarrer. De telle sorte que quand les clubs, parce que ça doit être officiel, ce n'est pas une idée de quelqu'un qui est passé à la télévision ou bien au journal dire ce qu'il a voulu dire, mais c'est une question qui doit être écrite. L'administration est écrite. Il faut dire au club que nous avons arrêté tel jour, on reprendra tel... C'est comme le calendrier. Un calendrier est fait de façon officielle. On n'appelle pas les clubs le matin pour dire qu'aujourd'hui vous jouez à tel endroit. Ce serait désordre de dire à un club que demain tu seras habitant alors que lui il est encore à mandat. Ce n'est pas possible. Solange Pambo. Non, mais je crois que le tour de la question a été fait par Gaëtan. En résumé, vous êtes contre la reprise du championnat vendredi? En l'espèce, oui. En résumé? En l'espèce, oui. Oui, M. Bécalé. En résumé, vous êtes contre la reprise du championnat? Il y a 2-3 mois en arrière, nous avons passé le temps à décrire la manière dont les choses étaient faites. On a pensé que justement, sur la base des annonces qui avaient été faites, que les choses devaient se faire dans les normes en termes de consultation, en termes de prévision pour dire nous avons les budgets. Déjà, vous voyez, le championnat démarre. A-t-il déjà le budget pour pouvoir commencer à aller à son terme? Gros point d'interrogation. A-t-on épuré la dette des joueurs? Gros point d'interrogation. Les stades sont-ils prêts pour recevoir la compétition? Gros point. Il y a tellement d'interrogations qu'on ne peut pas, sur cette base, venir faire des déclarations pour dire nous reprenons parce qu'on veut faire dans les faits d'annonce. Non, ça c'est ce que vous dites. Non, c'est pas ce que je dis. Non, ça, c'est mais les faits, c'est quoi? Les faits, c'est les présidents des clubs qui se réunissent eux-mêmes, qui ne vous disent peut-être pas qu'ils se réunissent, donc, mais qui se réunissent donc, si vous le dites comme ça, la décision sur la reprise que du les championnat. présidents des clubs sont comptables de la mauvaise qualité et de la mauvaise organisation du championnat national. Vous avez la responsabilité de vos propos. On va J'assume. passer au... Que je soutiens. Que vous soutenez, bien sûr. Voilà. Alors, on va passer à notre rubrique. On va d'abord revenir sur le tableau qui annonce ces matchs pour revenir sur les différentes affiches, bien sûr. Vautour Club Missile FC, Solange Pambo. C'est vrai que vous ne voulez pas que le championnat reprenne, mais on va quand même avoir votre avis. Vautour Club Missile, votre avis? C'est un choc? C'est le grand retour de l'un des clubs importants de l'histoire du football gabonais, le Vautour Club Mongongo. C'est l'équipe de la police. Cette équipe a été au fait de sa gloire dans les années milieu des années 80-90. Il y a des grands joueurs qui sont passés par là, hein, comme les Valérie Hondo. C'était l'antichambre de l'USM, hein, Vautour Club Mongongo. Voilà, donc c'est bien de savoir que Vautour Club est de retour. Et puis là, c'est Missile FC en face, donc c'est la police et l'armée. Donc il y a vraiment, c'est un duel de... On reste sur l'affiche. Normalement, si ce genre de match, on devrait avoir le stade plein. Il faut qu'il y ait le maximum de policiers au stade. Ouais. Il faut qu'il y ait le maximum de militaires au stade. Voilà. Il est anormal qu'une affiche comme celle-là se joue dans un stade. Déjà pour le retour Gardez la main. Bouengidi, Uzo contre Mangasport. Uzo Mangasport, c'est le match... Je n'aurais pas pu vous poser cette question sur Mangasport, bien sûr. Allez-y. Je pense que ce sera un bon match, même si les deux équipes connaissent beaucoup de problèmes en ce moment, et que les préparations n'ont pas été celles qu'on aurait espéré des équipes du championnat de première division. Mais je pense que c'est un bon déplacement pour Mangasport, qui devra certainement rivaliser, parce que là,
Uzo récupère un entraîneur qui connaît très bien la maison et qui a longtemps bourlingué dans la sous-région, et donc qui connaît parfaitement ce qui lui est demandé. Et je pense que le match va être âprement disputé. Bouengidi, centre de formation de Mounana. Les pronostics vont naturellement pour le centre de formation de Mounana, en espérant que le centre de formation de Mounana aura tiré les enseignements. Qui n'est plus le foot de guerre. C'est bien ce que j'allais dire, qui aura tiré les enseignements, parce que voulant justement axer l'essentiel de son effectif sur la formation, en oubliant que c'est une équipe référence au Gabon et qui, lorsqu'elle est inscrite dans une compétition majeure comme celle-là, devrait jouer le haut du tableau. Donc on espère que les choses ont été améliorées dans ce sens et que l'histoire fera la démonstration. Asdi Kaki, Union sportive de Bitam. Oui, c'est une belle entame de compétition pour l'USB, même si en face, Asdi Kaki n'est pas forcément le petit poussé. Il a fait une belle prestation la saison dernière. Attention justement au petit péché d'orgueil de la part de l'Union sportive de Bitam, même si elle retrouve un homme qui a beaucoup travaillé à faire en sorte que cette équipe de l'USB soit... Et qui a perdu également l'ensemble de ses meilleurs éléments de la saison dernière. Oui, mais elle a... Bingui, Miller Dinda aussi. Miller Dinda, tous sont repartis du côté de Mangasport. C'est une joie pour Brisinenge. On va dire que ce n'est pas un match déséquilibré en tant que tel, au regard de ces réalités-là. Voilà. Brisinenge, Stade Mandji, Lozo Sport. C'est un très bon match, à mon avis. Le Stade Mandji, fraîchement champion du Gabon, a à cœur de défendre sa couronne, et un champion ne rentre pas dans une compétition nouvelle la fleur au fusil. Je pense que le Stade Mandji va vouloir montrer dès l'entrée de la compétition qu'ils sont champions et qu'ils ont envie de garder leur titre. De l'autre côté, vous avez Lozo Sport, qui va certainement faire un voyage difficile. Je n'ai pas les nouvelles du côté de Lozo, je ne sais pas comment la préparation a été faite, mais je pense que ça devrait être un bon match du côté de Port-Gentil. CMS, l'Athletic Club de Lambaréné, LAC, Aspilican. Désormais, ce n'est plus Aspilican, c'est LAC. Match plutôt équilibré. Maintenant, après, bon, comme on disait, la préparation étant bâclée, ça va se passer justement à l'envie, même si les organismes seront très éprouvés, mais c'est à l'équipe qui sera qui aura le plus envie et la mieux organisée, je pense qu'il va l'emporter. FC 105, cercle sportif de Mbenje. Oui, c'est une belle occasion pour cette équipe de Mbenje là de pouvoir essayer d'entamer de la plus belle de façon ce championnat, même si on a vu que le FC 105 a quand même bien terminé la saison dernière. Ça a été un bon retour dans l'élite pour le Canon 105, mais c'est bien de savoir que des équipes comme Mbenje participent à ce championnat. Ça montre qu'il y a aussi ces nivellements par le bas, qu'on peut avoir de nouveaux prétendants, peut-être pas au titre, mais de nouvelles équipes qui viennent participer à ce championnat d'élite au Gabon. Mais je pense quand même que je donnerai 105 favoris. La première rubrique de cette émission, Regard croisé, permet à chacun de vous, Gaëtan Kouka, qui a été choisi bien sûr, et puis Eslange Pambo, si oui ou non, Pascal Koussi mérite-t-il d'être du côté de l'Union sportive véritable. Une pause. On commence par Gaëtan Kouka. Pascal Koussi de l'Union sportive du Vitam, une bonne ou mauvaise idée? Oui, c'est une très bonne chose pour l'Union sportive de Vitam, dans la mesure où, parlant du coach Koussi, qui n'est plus à présenter sur la scène nationale et internationale, est l'un des entraîneurs les plus chevronnés, les plus titrés du Gabon, et reparti dans un environnement qu'il connaît. En termes de gestion et d'envie, je pense que l'USB en a grandement besoin pour pouvoir retrouver le haut du tableau. Slange Pambo. Non. Chez vous, c'est non? Non. Pourquoi? Non, parce que d'abord, évidemment, j'ai tout le grand respect pour Claude Pascal Koussi. Gaëtan venait de le dire, au regard de son pedigree. Il a évidemment son palmarès ou son bilan qui parle pour lui. Mais après, je me dis, mais puisqu'il connaît aussi bien l'environnement, est-ce que c'était pas peut-être mieux pour lui d'aller voir ailleurs pour essayer de se challenger, aller dans un autre club, aller dans une autre région, même si vous me direz oui, mais bon, il faut quand même qu'on lui mette les conditions qu'il faut pour qu'il puisse pouvoir signer dans un autre club. Mais je pense que le fait qu'il ait déjà fait le tour de la question à Bitam, le fait qu'il y ait eu des départs
importants, vous allez souligner d'ailleurs avec ceux de Samson Bingo ou de Müller Dinda par exemple, peuvent faire en sorte que l'USB perde un peu de sa splendeur en ces débuts de saison. Peut-être que les résultats ne seront pas là ici et maintenant, mais j'imagine quand même que bon, ben, si on l'a fait revenir qu'aussi, c'est parce qu'on n'a pas pardonné à Brice Ondo, c'est bien ça le fait d'avoir échoué quasiment aux portes du paradis. Brice Nengue, des deux qui vous a convaincu? Je rejoindrai Gaëtan sur son avis. Je pense qu'aussi il y a encore pas mal de choses à apporter dans le football national. Je crois savoir que de ce que j'observe depuis pas mal de temps, il est bien plus dans la formation. Mais est-ce que cette formation aujourd'hui, cet encadrement va tenir à l'USB où le résultat immédiat est primordial? Sachant que ce n'est pas la première fois. Sachant que ce n'est pas la première fois qu'il arrive là-bas. Oui. J'ai un peu peur qu'il ne se casse la figure pour un dernier gros contrat. Mais je pense que Pascal a les armes qu'il faut pour réussir à l'USB. Nous allons aborder le deuxième sujet de cette émission. On va parler de liquidation vers une solide gestion des stades. Slange Pambo, vous êtes mieux placé pour nous dire un certain nombre de choses relatives parce que vous avez collaboré avec la NAGE. Non, la CNOGMCD. La CNOGMCD. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Slange Pambo. On va aborder le deuxième sujet de cette émission. Vous savez, alors, Slange Pambo, Gaëtan Kouka, Brice Nengue, je vous propose les propos de Jean-Frédéric Ndor, liquidateur, qui disait ceci dans le quotidien L'Union. Nous sommes dans une double mission. D'abord, le liquidateur, ensuite l'office, qui, en in fine, va gérer ces structures. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas, ce qui se trame? J'ai envie de dire que c'est dans l'ordre normal des choses par rapport à la situation, par rapport à l'existant. C'est-à-dire qu'un effort a été fait au début des années 2000 par les pouvoirs publics afin de doter le Gabon d'infrastructures sportives aux normes internationales, à la faveur notamment de l'organisation des CAN 2012 et 2017. Ensuite, il y a eu le constat qui a été fait que ces stades sont quelque peu tombés en décrépitude. Le stade de l'Amitié, c'est le Gabonais d'Agongé, celui de Port-Gentil, celui d'Oyem, même si en termes de décrépitude, on peut nuancé par rapport à ces différentes infrastructures, parce qu'on sait qu'au niveau de Port-Gentil, par exemple, là où le bas blesse, c'est surtout la pelouse, c'est quasiment la même chose au niveau du stade de l'Amitié et celui d'Oyem. Mais ces infrastructures ne sont pas bonnes à jeter dans l'ensemble. Il faut nécessairement qu'il y ait des fonds qui soient injectés pour pouvoir les réhabiliter. Et c'est d'ailleurs la démarche qui est entreprise depuis la dissolution des trois agences qui étaient la NAGEISC, qui est dédiée à la gestion des infrastructures sportives, la CNOGMCNI qui était dédiée à l'organisation des événements sportifs et culturels, mais aussi le Fonds national de développement du sport. Les trois entités ont fondé, qui est devenu aujourd'hui ont fondé en une seule, qui est devenue donc l'Office national de développement du sport et de la culture. Donc c'est ce processus de liquidation qui est en train d'aboutir avec notamment le paiement de tous les plans sociaux pour accompagner tous les personnels de ces trois entités qui ont été dissoutes. Ensuite, l'inventaire qui est fait par le liquidateur, à la fois celui de la CNOGMCNI et celui de la NAGEISC, avec la collaboration de l'Office national de développement du sport et du ministère de sport. Donc, le travail est fait. À charge l'État de sortir les moyens financiers qu'il faut pour réhabiliter nos infrastructures. Donc, il n'y a pas péril en la demeure, finalement, j'ai envie de dire, puisque l'État a reconnu qu'il faut nécessairement réhabiliter ces infrastructures sportives pour revenir à ce que Brice Nengue disait au début de l'émission, à savoir que si le stade de Franceville est le seul stade sur lequel on joue des rencontres internationales, c'est pour la simple et bonne raison qu'actuellement, c'est le seul stade qui répond aux normes de la FIFA et de la CAF. Brice Nengue, Gaëtan Kouka, qu'est-ce qui peut changer? Et qu'est-ce qui devrait être changé? Vraiment, j'ai comme l'impression que nous avons j'ai envie de dire un particularisme au Gabon, nous voulons défoncer les portes ouvertes. Pourquoi je le dis? Les structures citées supra par M. Pambo, donc en charge de la gestion des structures en termes de stade et tout ça, existent depuis la nuit des temps. Quel a été leur bilan en termes de gestion? Lorsqu'aujourd'hui on dit on part
d'une gestion pour la remettre à l'Office national du développement. Cet office existe depuis longtemps. Donc sa mission était justement de contrôler justement le cahier de charges des structures qui étaient affectées à la... Moi, je pensais. Il est question ici, parce que la question a deux éléments clés que nous devons ressortir. C'est la question de l'entretien, c'est la question de la rentabilité. D'accord? Moi, je pensais que l'État aurait pu faire un partenariat avec une collectivité territoriale pour la remettre justement sur la gestion de la collectivité territoriale. Et la collectivité territoriale aurait maintenant cherché justement des partenaires justement pour la gestion de ce stade. Ça aurait permis quoi? Ça aurait permis que, un, l'État garde la main sur la gestion des stades, parce que souvenons-nous que le championnat national se joue sur des stades privés. Et pour ne pas le citer, mon père Asselier, quand il est dans ses humeurs, il bloque le stade, le championnat national ne se joue pas. Or ici, lorsque vous mettez la gestion sous la bannière des collectivités territoriales, donc les gens se reconnaissent d'une part, et d'autre part, ça permet justement à la collectivité territoriale, dans le cadre de ces missions qui sont là, de faire, il peut avoir des cérémonies, donc l'exploiter, et donc rentabiliser justement ce stade et l'entretenir. Mais tel que c'est fait, je dis, nous défoncerons de portes ouvertes. Permettez-moi l'expression, mais je ne crois absolument pas à tout ce charabia. Je ne crois pas à cette privatisation ou tous les mots qui vont tourner autour de l'organisation de ces stades-là. Je n'y crois absolument pas. Parce qu'on n'est pas... Mais on le fait pour une bonne organisation. Hein. Pourquoi vous n'y croyez pas? Parce qu'on se connaît dans ce pays. Il ne faut pas aller... Ce n'est pas parce que c'est échoué hier que ça ne peut pas réussir. Si vous préparez une nourriture de la même façon, avec les mêmes ingrédients tous les jours, le résultat est le même. Quand on prépare une catastrophe, il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'une catastrophe. Donc il ne faut pas s'étonner. Vous savez, nous avons cette malchance d'avoir construit des stades dits modernes, mais qui n'ont rien de moderne. Parce qu'en fait, les stades modernes aujourd'hui, c'est des lieux de vie. Un stade aujourd'hui, un stade partout ailleurs, reste d'abord un lieu de vie. Et dans ce lieu de vie, on construit tout autour qui permet de rentabiliser en fait le stade, qui permet en fait surtout l'entretien du stade. C'est l'activité connexe autour du stade qui amène suffisamment de ressources pour soutenir après l'entretien du stade. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va encore dire que tous les budgets vont venir de l'État. Entretien, organisation, de tout ce qu'il y a, c'est encore l'État qui va dégager, mais l'État a d'autres priorités. Quand l'État pense qu'il y a une rentrée scolaire à préparer et qu'il faut plus d'argent là-bas, l'État va mettre plus d'argent dans la rentrée scolaire et oublier progressivement le stade. Moi, je pense que la solution aurait été bien élaborée, comme celle que vient de citer Gaëtan, rendre les stades aux collectivités, privatiser ces stades pour une meilleure gestion. Quand on a privatisé le stade, la gestion devient meilleure parce que celui qui récupère le stade, c'est ce qu'il va en faire. Comment il va générer de l'argent avec ces stades. Malheureusement, nous, on est collé à une organisation étatique. On met en place une organisation qui va ensuite dépendre du budget de l'État, qui lui-même n'arrive jamais pour avoir les mêmes résultats. Juste dire... Il ne croit pas. Oui, presque les deux. Oui, heureusement qu'ils sont... Vous êtes le seul hein, à y croire. ça peut se comprendre. Heureusement qu'ils ont la raison. Donc, ils peuvent ne pas croire ou croire. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en ce qui concerne le point relatif à ce que les stades devaient être des zones de vie, ces stades construits en 2010, notamment à partir de 2010, sont effectivement de zones de vie. Les stades de l'Amitié, le stade de Port-Gentil, même le stade d'Oyem sont des stades où on y retrouve des hôtels. Il y a des hôtels, sauf que ces hôtels-là, par exemple, ont été transformés en bureau administratif ou en établissement scolaire pour le stade de l'Amitié. Il y a un hôtel au stade de Port-Gentil, il y a des espaces dédiés, il y a des loges qui peuvent être commercialisées, évidemment. Il y a des espaces de vie, notamment au niveau du stade de l'Amitié sino-gabonaise, qui ont souvent servi pour l'organisation des grands forums, des organisations... on est dans... Qui mieux que la collectivité territoriale, justement, en tant que gestionnaire, de chercher les partenaires. Parce que vous voyez, si on dit collectivité territoriale, ça renvoie à une région. Ça fait en sorte que, un, la jeunesse puisse se reconnaître, et deux, que les stades se développent et partant la jeunesse. Or, tel que c'est fait, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin dans le domaine politique, notamment celui relatif à l'application de la loi sur la décentralisation.
On ne va pas prendre un décret pour mettre une structure sous la responsabilité des collectivités. Il y a déjà des choses qui sont faites dans ce sens-là par rapport à la loi sur la décentralisation, avec le fait de rendre les municipalités ou les collectivités responsables de la gestion des ordures ménagères. Effectivement, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, mais il faut que sur le plan politique, ça soit acté, qu'on mette en place les mécanismes qui fassent en sorte qu'il y ait ce transfert des infrastructures du côté des collectivités et que les collectivités, évidemment, puissent avoir la responsabilité et mettre en place des politiques qui fassent en sorte qu'on puisse générer des fonds. C'est important, c'est comme ça que ça se passe ailleurs, dans les pays de grande démocratie notamment. Mais pour l'instant, c'est l'Office national de développement du sport et de la culture qui a donc la responsabilité de la gestion de ces infrastructures-là. Et on espère, parce que ce n'est pas l'expertise qui manque, hein, il y a des gens qui sont là, mais je peux vous dire que ça coûte énormément d'argent. Il a parlé d'une marmite, une même sauce. Non, ça coûte énormément d'argent. Rien que l'entretien de la pelouse, d'une pelouse, quand vous regardez la pelouse du stade du Parc de Princes sur lequel joue le Paris Saint-Germain ou de Santiago Bernabéu par exemple, est-ce que vous avez une idée de ce que ça coûte à ces clubs-là? En termes de centaines de millions. On va revenir sur le sujet, on va aborder la deuxième rubrique de cette émission. Vous le savez, c'est des internautes, des téléspectateurs qui posent des questions à chacun de vous. On revient. L'objectif de cette rubrique, je reviens, les consultants répondent aux questions des internautes, des As du foot, par le canal de ces différentes questions que nous avons sélectionnées pour vous. Alors, Ulrich de Lambaréné à Brice-Yenengue, pour vous, la Ligue nationale de football féminin est une révolution ou un nouveau boulet pour le football gabonais? Ulrich de Lambaréné. Écoutez, on ne peut pas avancer. À mon frère Ulrich, je dirais qu'on n'avance pas sans rétroviseur. Le meilleur rétroviseur pour nous dans matière de football, c'est notre histoire. L'histoire nous montre qu'en ayant créé la Ligue nationale de football, pour la LINAF, dans les mêmes conditions, on a beaucoup plus traîné un boulet qui aujourd'hui est incapable de nous organiser un championnat dans les normes, incapable d'organiser un championnat correct et qui arrive à produire des vrais résultats. Je m'inquiète un peu parce que la Ligue nationale de football féminin emboîte le même pas. On a créé une ossature qui va venir organiser le football féminin, mais en la greffant une partie au ministère, une autre partie, puisque c'est une partie, c'est une organisation indépendante, et certainement une autre partie à la fédération. Je m'inquiète un tout petit peu j'ai l'impression qu'on met parfois la charrue avant les bœufs, et puis la charrue se charge de tirer les bœufs derrière. Je m'inquiète un tout petit peu parce que une ligue, si elle doit dépendre de la fédération, doit rentrer dans le congrès de la fédération. Ça veut donc dire qu'il aurait fallu d'abord convoquer le congrès de la fédération, qui lui, en toute logique, aurait accepté l'arrivée de la nouvelle entité, qui devient une ligue comme toutes les autres ligues, comme les 9 ligues déjà existantes. Là, on a créé une entité qui statutairement n'est pas connue par le congrès de la fédération, qui n'est pas connue dans les statuts de la fédération. Et moi, ça m'inquiète un tout petit peu. Comment va être gérée cette ligue? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est la Fédération gabonaise de football qui fait des appels d'offres, mais sur quelle base, sur quel texte? Les textes, pour l'instant, il n'y a pas eu de congrès de la fédération pour valider tout ça. Et donc, moi, je m'inquiète, je me dis qu'on est en train de créer, j'espère qu'on ne va pas créer un nouveau enfant riche qui plus tard ne va pas respecter le père. Parce qu'on l'a vu avec la LINAF, tout est allé dans tous les sens. On n'a pas eu une symbiose entre la LINAF et la Fédération gabonaise de football, qui pourtant devrait agir dans le même sens. Là, on ajoute une troisième entité, et j'espère de tout cœur que ça va bien se passer, mais je me dis que c'est compliqué. Vous répondez là à la question de Ulrich du côté de Lambaréné. Ulrich, j'espère que vous avez été convaincu des propos de Brice Yenengue. De Gaëtan Kouka, Marius de Libreville, il dit ceci: IFAB, Sport Média, le partenaire idéal, est-il le partenaire idéal pour le National Foot pour qu'il soit autonome? En l'état, on ne saurait se prononcer parce que c'est un partenariat qui vient d'être signé. L'IFAP a justement le mérite. Bon, l'IFAP ici, il faut d'abord dire quel est le délai, qu'est-ce que derrière ceci. Donc, c'est l'Institut de formation et d'assistance au personnel, d'accord? Donc, son rôle justement est d'accompagner des structures aujourd'hui dans le cadre du sport, donc la Ligue nationale de football, dans le cadre de la recherche des niches, donc des partenaires financiers, pour pouvoir justement avoir une assise financière et structurer son fonctionnement pour qu'un rendu soit beaucoup plus acceptable aux yeux du grand public. Saturné de Franceville, Slange Pambo, pensez-vous que Pierre-Emerick Aubame et Mario Lemina reviendront-ils en sélection nationale?
Difficile de lire dans le noir café en ce qui concerne le retour de ces deux internationaux dans l'équipe nationale du Gabon. Pierre-Emerick et Mario Lemina ont encore des beaux restes. Pierre-Emerick continue à faire donner envie à certains grands clubs. La preuve, c'est qu'il est à Chelsea, c'est l'un des cadors de la Première Ligue en Angleterre. La décision reviendrait aux deux si jamais ils sont tentés par une envie de retrouver de fortes sensations avec l'équipe nationale de Gabon. Je ne pense pas que la Fédération gabonaise de football ou Patrice Neveu prendrait la décision d'opposer une fin de non-recevoir à un retour de Pierre-Emerick si jamais Pierre-Emerick exprime lui-même l'envie de revenir. Je ne peux pas penser qu'on puisse se priver de l'apport d'un garçon aussi expérimenté et qui nous prouve qu'il a encore évidemment d'énormes qualités. C'est de même pour Lemina. Donc je pense, s'ils veulent revenir, s'ils sont sincères dans leur démarche, je crois qu'ils reviendront. Merci beaucoup pour cette réponse aux téléspectateurs. Avant d'aborder la dernière rubrique, qui est la rubrique des cartons, je rappelle aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de nous écrire, poser toutes les questions à l'ensemble de nos consultants, aux différents numéros qui s'affichent au bas de votre écran. On marque une pause pour recevoir la dernière rubrique, Ça cartonne. Solange Pambo va commencer par vous. Et enfin, merci beaucoup Brice pour le carton vert. Cherché depuis un an, vous nous avez promis. Allez, vous avez 3 cartons. Carton vert, voilà. Oui. Carton vert direct. Hein. Oui, voilà, c'est l'appréciation. Voilà, l'appréciation carton vert au ministère de Sport par rapport à ce que je peux considérer comme étant des efforts qui sont faits d'accompagnement, notamment, même si vous me direz, oui, mais c'est dans l'ordre normal des choses, c'est la responsabilité du ministère de pouvoir accompagner les fédérations. Mais on a vu récemment qu'il y a quand même les fédérations, je crois, d'athlétisme, de handball et de basketball qui ont pu émarger leurs subventions. Ça va aussi entre 50 et 52 millions de francs CFA. C'est bien. Il y a des efforts qui sont faits, il y a certaines limites, certains couacs dans d'autres choses, mais je préfère encourager plutôt que de tout détruire. Donc il faut inciter le ministère à davantage poser ce genre d'actes-là qui feront en sorte que dans les mois ou les années à venir, on puisse avoir des résultats positifs. Merci beaucoup Solange Pambo. Brice Nengue. On va démarrer la saison en douceur. Le match vient seulement de commencer. On ne va pas déjà brandir les cartons rouges. On ne va pas en prendre 2 comme on a pris à Madagascar. Bien dit. Carton vert à l'ancien international d'Angzé pour Jean-Daniel. Jean-Daniel. On essaie bien ce carton. Pour le remarquable travail qu'il a fait du côté du stade Aquacam. La réflexion de la pelouse du stade Aquacam. Aujourd'hui, le stade a retrouvé de la verdure. Le stade est devenu un vrai stade de football. On espère simplement que la pelouse va bientôt prendre corps et que les matchs, que les footballeurs vont se régaler sur cette pelouse-là en nous produisant du bon spectacle. Donc carton vert à lui et j'espère que le ministère va surtout donner à cet entretien-là tous les autres stades pour refaire toutes les pelouses. Mais c'est lui qui Merci beaucoup. De Franceville qui a travaillé ici. Gaëtan Kouka, vous avez 3 cartons, le jaune, le rouge, le vert. Ah, direct. Oui, vous savez, il est de tradition de respecter la norme, d'accord? Donc, j'inflige ici mon carton rouge autant au ministère des Sports qu'aux dirigeants, donc au président du club, pour avoir justement ne pas pu tirer les enseignements du tournoi organisé il y a 3 mois en arrière, repartir dans la même phrase que sans autant avoir une concertation au sens large, autant les techniciens pour qu'il y ait une date où tout le monde puisse se reconnaître. Donc, carton rouge au ministère des Sports, carton rouge au président du club. Merci beaucoup Brice Nengue, merci Gaëtan Kouka, Solange Pambo, merci également à vous d'être toujours là et de toujours donner la main. Nous sommes là pour ça. Les As du foot, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie l'équipe éditoriale chapeautée par Berleg Lekoba, la réalisation Joël Mounouga. On vous retrouve la semaine prochaine, pour être plus précis, lundi prochain. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.